oui. Première start-up, c'était dans l'informatique, il y a 30 ans. J'avais 19 ans, c'était à Bordeaux, dans le jeu vidéo. Comme Elon Musk, Apple a investi, j'en avais 21. Je l'ai vendu, j'avais 24 ans, je suis devenu millionnaire. Au pic, on a dépassé le milliard. Le milliard de valorisation. Ouais. C'est quand la bulle Internet a explosé, mon entreprise a explosé avec. Ouais, parce que tu es passé d'une boîte et tu es monté à plus d'1 milliard d'euros de valorisation à 0. Comment t'es passé du jeu vidéo à éditer des livres en Chine? Je crois qu'on est beaucoup plus proche de l'Asie, qu'on est plus proche des Américains. On est vraiment à un moment très similaire à celui de l'Internet et après du mobile. Si on était une personne privée, on ne pouvait pas aller dans l'espace. Et aujourd'hui, ça change. Clairement, en 2030, cette station spatiale, elle s'arrête. Elle va être décommissionnée, elle va être remplacée par des stations spatiales privées. Space Cargo Limited, une entreprise qui ambitionne de préparer la prochaine révolution industrielle sur Terre grâce à l'espace. On est la seule entreprise aujourd'hui qui a fait une mission de A à Z. L'essentiel de nos clients vont fabriquer des médicaments, vont fabriquer des alliages, vont fabriquer de l'électronique. Donc on aura des clients qui paieront 50 000, 100 000 euros pour envoyer quelque chose, d'autres qui paieront plusieurs millions. Salut Nicolas. Salut Alex. Alors Nicolas, on est aujourd'hui avec toi. Nicolas, tu diriges les activités spatiales de Microsoft aujourd'hui. Tu as également fondé une société qui forme des astronautes, qui s'appelle Orbit. Et puis on va se parler aujourd'hui de la société également que tu as cofondée et dont tu es le CEO, qui est Space Cargo. Tout à fait, Space Cargo Unlimited. Space Cargo Unlimited. Est-ce que je me suis pas trompé? J'ai bien récapitulé. Tu es également un serial entrepreneur. Oui, Space Cargo Unlimited est ma 8e entreprise. Tu nous parles de Space Cargo en 2 mots, et puis après, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours passé et ce qui t'a amené à ça. Space Cargo Unlimited est une entreprise qui ambitionne de préparer la prochaine révolution industrielle sur Terre. Et à nos yeux, elle existera grâce à l'espace. Parce que l'environnement spatial a des caractéristiques très particulières qui permettent de fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée, pour l'industrie pharmaceutique, pour l'agriculture, pour les sciences de la vie en général, les nouveaux matériaux, l'électronique, tout un tas de secteurs très importants pour l'humanité sur Terre, et que seul l'espace permet de développer dans cette nouvelle génération. Et on crée l'infrastructure, un vaisseau spatial qui va être une véritable usine spatiale qui va permettre à tous ces acteurs de ces secteurs de profiter de ce que l'espace peut permettre et qu'on ne peut pas évidemment refaire sur Terre. Donne-nous un exemple. Un exemple nous, l'entreprise a 10 ans. On a démarré sur le sujet de l'agriculture. Ah oui. Et on a développé une variété de vignes qui sont plus résistantes au stress du changement climatique et particulièrement le mildiou. Parce qu'elles ont été exposées au stress de l'absence de gravité, qui est un paramètre sur Terre qui est constant depuis 4,5 milliards d'années, depuis que la vie existe sur Terre. Quand on enlève la gravité et qu'on recrée tous les autres paramètres de la vie, comme c'est le cas sur la Station spatiale internationale, eh bien, ça accélère des mutations naturelles qui rendent les plants plus résistants à des stress moindres que cette absence de gravité, qui sont ceux liés au changement climatique. Maintenant, ça, c'est qu'une application, qui est celle qu'on a choisie. On était bordelais, on avait accès à un savoir-faire de chercheurs et des opportunités très particulières, mais on aurait pu prendre d'autres domaines applicatifs. Ça fait 20 ans que sur la Station spatiale internationale, il y a de la recherche sur ces domaines applicatifs, dans le domaine des sciences des matériaux, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine des sciences de la vie. Et il y a tout un tas de paramètres qui font qu'encore une fois, l'espace permet de créer des produits à très haute valeur ajoutée, qu'on pourrait soit très difficilement, soit pas du tout produire sur Terre. Donc, pour te donner quelques autres exemples, comme tu me l'as demandé, l'électronique. On veut avoir une électronique plus performante. On a besoin d'une salle blanche, on a besoin d'un zéro absolu. L'espace le fournit naturellement. On veut des nouveaux matériaux. Si tu fais un alliage, que tu vas mélanger 2 matériaux, le matériau le plus lourd, du fait de la gravité sur Terre, va aller vers le bas. Le plus léger va aller vers le haut, et tu n'as pas un alliage parfaitement homogène. Tu mets le même processus de fabrication dans l'espace, tu auras un alliage bien plus résistant. Si tu veux des choses dans l'infiniment petit, dans la mécanique, on est toujours, à un moment donné, affecté par la gravité sur Terre. Tu fais des lentilles, par exemple, pour un microscope, pour un télescope. Tu vas avoir, à un moment donné, quand ta lentille sera prête, parfois des mois, voire des années, à polir parfaitement la lentille pour qu'elle soit complètement convexe. Dans l'espace, tu peux la fabriquer sans l'impact de la gravité. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est vraiment les sciences de la vie. Les cellules souches se développent beaucoup plus vite. Les changements d'état, liquide, gazeux solides, sont beaucoup plus marqués. Et ça permet de développer des solutions de médicaments, de
travailler sur des solutions de demain. On pourra développer ce qu'on appelle les organoïdes, des organes pour faire des greffes. On pourra développer de nouvelles façons de porter la recherche en cristallisant des protéines pour les étudier d'une manière beaucoup plus efficace que ce qu'on fait ça sur Terre. Et tout un tas d'autres opportunités que la science a développées depuis 20 ans sur la station spatiale. Et qu'on peut faire que lorsqu'on s'abstrait de la gravité. Et oui, on ne peut pas enlever la gravité sur Terre, on peut s'en abstraire quelques secondes avec des vols paraboliques. C'est des vols qui font 0G, qu'on appelle. Donc, qui sont des vols qui sont en chute libre et pendant quelques secondes, 20 secondes, on est à bord du vaisseau en apesanteur. Mais on est soumis à la gravité partout et c'est le seul paramètre qui n'a pas bougé depuis 4 milliards et demi d'années, je le disais. Tous les autres paramètres de la vie, les grands paramètres de la vie sur Terre, la température, la pression, l'humidité, la luminosité ont bougé énormément. La gravité, ça a toujours été une constante et on ne peut pas s'en affranchir. Donc c'est ça qu'on va chercher en particulier. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, qui sont, il y a un niveau de radiation qui peut être plus élevé, qui peut avoir certains intérêts, mais voilà, c'est un environnement très très particulier, l'environnement spatial. Tu démarres ce projet il y a 10 ans. Comment t'en arrives là? Parce que finalement, c'est il y a 10 ans que tu te poses la question de créer finalement des nouveaux... Il y a des nouveaux matériaux, il y a des procédés, il y a des nouvelles variétés végétales, des procédés pour développer des médicaments plus rapidement. Enfin, on est quand même... Déjà, t'es extrêmement en avance sur ton temps à ce moment-là, je pense. Et puis, le sujet des semi-conducteurs et autres, c'est pareil, c'est un gros sujet aujourd'hui. Il y a 10 ans, un petit peu moins déjà. Comment t'en arrives à ce projet? Alors, je crois qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Tu rencontres beaucoup et Tudigo accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que pour mon parcours personnel d'entrepreneur, là où j'ai le plus réussi dans mes aventures entrepreneuriales, c'est quand j'étais dans des débuts de marché. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui sont extrêmement bons dans l'optimisation des coûts, dans le marché ultra mature, ultra compétitif, et qui vont augmenter les marges en allant optimiser les coûts à tous les niveaux. Moi, j'adore gérer, donc j'adore optimiser les coûts aussi. T'as combien d'années d'entrepreneuriat? Ça va faire 30 ans, parce que je démarrais à 19 ans. Donc, ma première start-up, c'était il y a très longtemps dans l'informatique, il y a 30 ans. J'avais 19 ans, c'était à Bordeaux. Et j'ai démarré dans le jeu vidéo. Comme Elon Musk. Elon Musk, le créateur de SpaceX et de Tesla, a démarré également dans le jeu vidéo. C'est un secteur assez intéressant, assez dynamique. Donc j'avais 19 ans. Et j'avais le sentiment que c'était un marché d'avenir. Alors, c'était un marché qui faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. En France ou Dans le monde. Dans le monde. Aujourd'hui, c'est un marché de plus de 300 milliards d'euros. Et j'ai misé sur un certain nombre de paramètres. Que le jeu vidéo serait un loisir grand public plutôt développé. Que la 3D serait dominante. Et que PC et Mac, Windows et Mac, seraient les systèmes d'exploitation dominants à la maison. Devant les consoles. Devant les PC qui existaient. Il y avait des Atari, des Amiga, il y avait plein d'autres machines. Et tout ça, ça changeait complètement la façon de faire du développement. Et donc, j'ai réuni des gens de talent et on a développé un savoir-faire. C'est une entreprise qui a très bien marché pendant 11 années. Donc, vous développiez des jeux vidéo, c'est un studio Un studio de développement et elle a très très bien marché. On est rentré en bourse. Ça s'est mal terminé. J'en parle parce que je dirais que c'est aussi constitutif de ma vie d'entrepreneur. Tu as eu combien d'années ça? Donc 11 ans, tu dis 12 ans. 12 ans, ok. 12e année, c'est l'année de la fin. On est rentré en bourse dans de très mauvaises conditions, à la veille de l'explosion de la bulle Internet. Donc en fait, on a explosé avec. Donc c'était. Au final, c'était une histoire qui s'est terminée de manière assez triste. Tu te souviens de la valo d'entrée en bourse? Ah oui, puisque l'intro en bourse, non, au pic, on a dépassé le milliard. Donc, le milliard de valorisation. Ah ouais. Donc ça a été une aventure entrepreneuriale assez incroyable. En fait, je l'ai créé avec quelques milliers d'euros avec quelques camarades. J'avais 19 ans. Apple a investi et j'en avais 21. Je l'ai vendu, j'avais 24 ans. Je suis devenu millionnaire. Et j'ai créé ma deuxième entreprise qui était en Chine. Là, j'ai édité des livres pour enfants en Chine. Donc, toute autre histoire. Après, je suis revenu Comment t'es passé du jeu vidéo finalement à éditer des livres en Chine? Alors, la société Callisto faisait 15% de résultats nets par an, une croissance à 3 chiffres. Et quand je l'ai vendu... Combien de collaborateurs? Alors, quand on a vendu à Pearson, 150, je crois, de mémoire à peu près. 150 collaborateurs, mais un très très gros chiffre d'affaires. Un beau chiffre d'affaires, une belle marge, et l'entreprise marchait très bien. Donc, je suis devenu un jeune millionnaire, et puis je suis parti en Chine parce que j'ai étudié le latin, le grec, j'adore l'histoire, et donc j'avais une culture plutôt indo-européenne, tu vois. L'histoire, on la connaît, mais pour moi, l'Asie, c'était un mystérieux. Comme d'autres, je m'étais passionné de ce que le Japon et la Corée produisent
en animé, en manga et en série. Donc j'étais friand de découvrir l'Asie. Et en regardant, autant nous, notre culture, elle vient de Rome, de la Rome antique, de la Grèce, du Moyen-Orient, et la Chine, c'est le berceau de la civilisation asiatique. Donc c'était un moment où la Chine s'ouvrait tout juste. Et donc je suis parti là-bas avec les sous que j'avais. J'ai pris un mois, je me suis promené à travers toute la Chine. Qu'est-ce qui te séduisait ou qu'est-ce que tu as retenu de la culture, de la civilisation, de la façon de faire ou de penser des Asiatiques? Parce qu'on parle beaucoup de la culture américaine et anglo-saxonne. On en parle assez peu finalement de la... Je trouve alors j'ai vécu aux États-Unis parce que ma 7e startup, je l'ai vendue à Microsoft avec mes camarades. Donc j'ai eu l'occasion de vivre aux États-Unis dans la période qui a suivi. Et je crois qu'on est beaucoup plus proche de l'Asie qu'on est plus proche des Américains en général. Okay. Vraiment, à tous les points de vue. Mais le rapport au temps, le rapport aux autres, le rapport à la mort, à la vie, ce qui est l'histoire d'une gastronomie, l'histoire d'une culture, elle est vraiment beaucoup plus proche de la nôtre. Alors après, le rapport au temps n'est pas le même, le rapport aux autres est beaucoup plus dans le collectif, donc il y a tout un tas de différences. Parce que mais moi j'ai adoré. L'Occident est plus individualiste que l'Asie, quoi, finalement, que l'Orient, non? Alors, différemment, je dirais que il y a une culture confucéenne du cercle, donc ceux qui sont tes proches, ta famille, ton quartier, ton village, ont un rapport à eux qui n'est pas le même que celui de quelqu'un qui serait tout autre... dans un autre coin de Chine, et quelque part, tu seras beaucoup plus individualiste avec cette personne-là. Donc, il y a des différences. Mais en tout cas, c'est une culture d'une richesse incroyable. Et j'y suis allé, encore une fois, en touriste. Je venais de faire un earn-out assez significatif. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais 24 ans. Et puis, j'ai découvert ce pays incroyable. Je me suis pris une grande baffe. Et je voyais un enfant par famille, un pouvoir d'achat qui augmentait, en visitant des familles. Je voyais une éducation qui avait été ravagée par la révolution culturelle, par Mao et tout ce que la politique chinoise a amené, et en même temps un désir d'éducation très fort de la part des parents chinois. Au même moment... T'as pas fait une société qui éditait des livres en Chine pour les vendre à l'Europe? Ah non, en Chine. T'allais vraiment créer des livres complètement. Et les vendre. Mais tu vois, c'est bien qu'on s'attarde un peu sur cette histoire parce qu'elle va expliquer comment je suis arrivé au spatial. D'accord. Parce que, de fait, je vois un enfant. Je suis quelqu'un qui est curieux, qui a envie de comprendre. Quand j'étais petit, je démontais mon réveil pour voir comment ça marchait. Donc, j'ai démonté beaucoup de choses. Pas toujours surmonté. Comment le prenaient tes parents? Non, ils m'ont plutôt encouragé. J'ai un père qui était chef. Et qui chef restaurateur, ouais, ok. Et donc, tu sais, quand tu fais une recette de cuisine, tu vas chercher l'itération qui t'amène à l'excellence, tu vas chercher à faire ton fond de sauce, à travailler tes ingrédients. Donc, je dirais que ça contribue de la même démarche. Enfin, pour revenir à mon histoire, donc je suis en Chine, donc j'ai vendu Callisto, je continue à être le dirigeant opérationnel, donc j'ai toujours plaisir, mais ce qui se trouve, c'est qu'au-delà des logiciels qu'on créait pour nous-mêmes, des applications qu'on mettait sur le marché, il y avait beaucoup d'éditeurs de livres pour enfants qui venaient nous voir pour faire une version numérique de leur propriété intellectuelle. Donc on avait des gens de Flammarion, d'Hachette et plein d'autres qui venaient nous demander de faire une version numérique. Du coup, j'étais en discussion avec tous ces groupes d'éditeurs, et donc mon voyage en Chine, je vois un enfant par famille, des parents qui ont de plus en plus de sous, qui ont vraiment, évidemment, le souhait de bien les éduquer, et une offre éducative qui a été, encore une fois, très contrainte, voire détruite par les différentes phases de l'histoire politique de la Chine. Et donc, je demande à mes camarades, est-ce que vous avez les droits de telle ou telle propriété intellectuelle pour la Chine? Oui, vous en faites rien, je vous achète. Donc, j'ai acheté où je me suis associé pour récupérer les droits et exploiter les droits du Père Castor, de Flammarion, des Incollables, des éditions Playback, etc., etc. Et j'ai monté une équipe entre Wuhan, qui est une ville aujourd'hui bien connue, malheureusement, pour l'épidémie de Covid, mais qui est une ville jumelée à Bordeaux. Donc, avec lesquels on avait certaines connexions. J'ai obtenu, par ce jumelage d'ailleurs, des autorisations d'édition que je n'aurais certainement pas eu autrement. Et entre Bordeaux et Wuhan, on a mis en place une équipe pour éditer des livres pour enfants, pour les enfants chinois et pour les parents. Okay. Et donc j'ai démarré des adaptations quand même de Père Castor. Alors on a adapté les choses, mais on est resté quand même fidèle évidemment à ce qu'était l'œuvre d'origine. Mais éditer Petit Pouls de Trousse pour les enfants chinois, c'était un immense bonheur, quoi. Et ça a vraiment très bien marché. Et on a fait une belle exit Parce qu'à ce moment-là, tu étais un des éditeurs principaux de livres pour les enfants. Il y avait des éditeurs qui existaient en Chine, bien évidemment, et certains étaient nos partenaires de distribution, mais effectivement... Mais tu es arrivé avec ces franchises qui marchaient très bien. Alors, il y a eu plein de moments très compliqués, c'était pas simple, il y avait du piratage,
Avoir du papier en Chine était compliqué. Donc il y a plein d'aventures, ça mériterait qu'on en parle pendant 1 heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'éditer des livres pour enfants, c'était pas mon métier, et la Chine, c'était pas mon pays. Et je découvrais. Donc, et on a fait une belle entreprise qui a fait une belle exit. Et je dirais que c'est là où moi j'ai compris qu'au fond, entre ma première société et ma seconde, dès lors que je me mettais dans un temps de marché et que j'arrivais à peu près à voir comment les choses se mettaient en place, je pouvais arriver à certains résultats. Et je me suis trouvé entrepreneur dans ce moment précis. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs qui reprennent des boîtes qui existent depuis 90 ans, qui ont des moments de faiblesse et qui vont optimiser les coûts, repositionner. Je trouve que c'est un vrai talent et c'est des entrepreneurs comme toi et moi le sommes aussi. Mais moi, là où je suis en capacité, c'est d'aller inventer dans des nouveaux moments. Et ça peut être un art, parce que c'était une troisième startup dans laquelle j'étais un cofondateur à côté de 2 gros cofondateurs principaux, qui étaient une des toutes premières web agency qu'on a revendue, qui est aujourd'hui une filiale du groupe Publicis. Qui s'appelle WCube, donc avec mes cofondateurs Laurent Latière et Christophe Chatillon, c'est surtout eux qui portaient le projet, mais on était aussi dans cette logique de l'Internet va changer le monde. On était au milieu des années 90, et honnêtement, quand on a démarré, personne n'y croyait. Mon cofondateur pour Space Cargo Limited, Emmanuel Etchepart, a lui-même fondé une web agency que j'ai eu le grand plaisir d'accompagner. Pareil, il allait permettre à tous les châteaux du Bordelais de créer leur page web. C'était des moments un peu lunaires quand il expliquait ce qu'était Internet à des gens qui sont quand même des gens qui ont les pieds sur terre, qui sont des agriculteurs et pour qui c'était vraiment une sorte de vague fantaisie de technologistes. Donc, être au bon moment, au bon endroit, réunir des gens, créer une dynamique commerciale, réunir des expertises et livrer le produit qui va bien au moment où il faut le livrer avec le juste coût, pour avoir le juste prix, c'est quelque chose que j'ai essayé d'affiner et de renforcer. Alors justement, j'ai envie de partir un peu faire un pas en arrière presque conceptuel pour les entrepreneurs, peut-être qui vont regarder cet épisode, et puis les investisseurs aussi qui se posent la question de, lorsqu'ils vont investir, est-ce qu'ils investissent sur l'entreprise qui développe le bon produit au bon moment et qui le commercialise de la bonne façon. Si tu devais nous donner peut-être 3 ingrédients clés qui font justement ce bon time to market et product market fit, parce que c'est un peu les 2 notions que tu réunis. Le bon produit au bon moment pour le bon marché et la bonne façon d'approcher le marché. Oui, alors c'est une alchimie il n'y a pas de recette miracle, je dirais, sinon on serait tous à la retraite. Ouais. Je pense qu'il faut être très pragmatique. C'est objectivement, à mon sens, c'est la capacité qu'on a à gérer le nerf de la guerre qui est la trésorerie et le niveau d'investissement que tu fais au moment que tu dois effectuer l'investissement pour prouver effectivement on est au bon niveau de marché. Donc Space Cargo Limited, on a démarré il y a 10 ans. Ouais. Et jusqu'à présent, Emmanuel Etchepart, mon cofondateur et moi, on jugeait que le marché n'était pas encore présent. La raison pour laquelle, et on reviendra sur Space Cargo avant que il faut que je réponde à ta question, mais en tout cas, on a souhaité pendant 10 ans faire un projet pilote, tester des choses, développer une expertise pour être présent là où le moment oui, parce que c'est vrai que là, ça semble complètement actuel, parce qu'on est en plein dans cette phase, cette odyssée, exploration de l'espace, et avec toutes les applications possibles, où effectivement, on se dit que l'espace, c'est pas juste envoyer des astronautes pour explorer l'espace, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses. On est vraiment à un moment très similaire à celui de l'Internet et après du mobile. C'est-à-dire que c'est une infrastructure qui était jusqu'à ce moment précis extrêmement publique, d'État. On ne pouvait pas envoyer quoi que ce soit dans l'espace sans passer par un opérateur gouvernemental. Si on était une personne privée, on ne pouvait pas aller dans l'espace. Si on voulait envoyer quoi que ce soit dans l'espace, un satellite ou autre, c'était impossible, hormis des entreprises très spécifiques liées à l'appareil d'État américain, russe, chinois, européen. Et aujourd'hui, ça change. Et c'est ce changement qui est le même que quand Internet est sorti de l'usage militaire ou de l'usage académique pour devenir la plateforme grand public, que les mobiles sont devenus plus accessibles avec des prix différents, que des usages et des services se sont développés. Donc c'est le pari qu'on fait sur Space Cargo, c'est que l'accès à l'espace devient plus simple, moins coûteux, et on peut développer des infrastructures spécifiques pour libérer des opportunités de marché. Le marché sur lequel on est de Space Cargo, c'est un marché de 10 milliards d'euros par an, au moment où il arrive à un stade de maturité. Aujourd'hui, c'est un marché qui est de 200 millions au max. Comment tu évalues ce marché, justement? Le marché de Space Cargo, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui 200 millions, pourquoi demain 10 milliards? Qu'est-ce qu'il y a dans ce marché, finalement? Parce que tu as évoqué un élément qui était, par exemple, la biotech, le développement de médicaments, tu as évoqué l'agriculture, avec le développement de nouvelles variétés.
les semi-conducteurs, si je me souviens, les nouveaux matériaux. Alors, déjà, encore une fois, nous, on a choisi un secteur pour comprendre ce marché, comprendre les solutions qui permettaient d'accéder à l'espace, de produire dans l'espace et de revenir, qui est quelque chose de très complexe, le retour de l'espace sur la Terre. Et pendant 10 ans, on a fait 3 vols. On a travaillé avec Blue Origin, on travaille avec SpaceX, on travaille avec Northrop Grumman, on travaille avec la NASA, on travaille avec l'ESA, on travaille avec le CNES. On a échangé, on est allé assez loin dans des projets avec l'agence spatiale russe, l'agence spatiale chinoise, avec des acteurs japonais, indiens. Donc avec qui vous faites la fusée aujourd'hui? Alors, on a utilisé une fusée. Donc, les 3 vols qu'on a fait pour notre première mission, c'était des fusées américaines, donc SpaceX en particulier, Blue Origin aussi, ce qui nous permet d'envoyer des charges sur la station spatiale, où on a pu travailler des éléments sur le sujet pilote qu'on avait choisi, l'agriculture et la viticulture. On peut revenir sur cette mission en tant que telle, qui aura une continuité dans le projet Space Cargo. Mais notre objectif à nous aujourd'hui, c'est vraiment de créer une infrastructure qui va permettre à n'importe quel industriel d'utiliser l'environnement spatial pour ce qu'il peut lui apporter. Alors, tu me poses une question, et j'ai pas répondu à ta question d'avant, donc je vais essayer de répondre aux deux en même temps. C'est que, déjà, il faut une réalité produit. La réalité produit, c'est que l'environnement spatial, on l'étudie depuis 20 ans, et depuis 20 ans, les astronautes, du jour au matin, font des expériences de recherche. On va dire qu'un tiers d'entre elles sont liées à comment on vit dans l'espace. Comment est-ce qu'on va vivre sur la Lune, sur Mars, comment est-ce qu'un astronaute vit dans l'espace. Mais les 2 tiers restants, c'est comprendre des phénomènes terrestres en enlevant ce paramètre dont on ne peut s'abstraire sur Terre, qu'est la gravité en particulier. Et là, des choses très différentes se passent. Et depuis 20 ans, on les étudie à tout niveau. Le nombre de papiers publiés, qui sont pour la plupart accessibles en ligne, est assez conséquent. Et on s'est plongé dans cette recherche pour arriver à identifier les cas d'usage. Puis après, on a pris des spécialistes de chacun des secteurs industriels qui nous paraissaient intéressants, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, les nouveaux matériaux. Et on a après fait un travail de moine bénédictin en rentrant dans l'analyse pour déterminer que ce type de fibre exotique, c'est un terme technique, qui permet, il y a une fibre par exemple qui est à base de fluor, qui s'appelle le Ziblan, qui a été inventé par une entreprise française. Qui sert à quoi? Qui en fait, sur certaines fréquences, est 100 fois plus conductrice qu'une fibre traditionnelle. Donc, par exemple, je crois comprendre que le laser mégajoule, qui est notre dispositif de simulation d'explosion nucléaire, utilise ce type de fibre pour tester un certain nombre de choses liées à la matière et au processus. C'est des matériaux qui sont un exemple. Et il y a des choses plus grand public, plus développées. Je prends cet exemple-là parce qu'il est intéressant. Cette fibre optique, si tu veux la fabriquer sur Terre, il te faut une drop tower. Tu vas avoir un dispositif qui va être assez laborieux. Donc en gros, tu vas laisser tomber dans un espace vide du fluor qui va permettre d'assembler une fibre qui, pour quelques centimètres, sera à peu près homogènement répartie comme tu peux l'espérer. Il y a une entreprise américaine qui a développé un dispositif expérimental avec l'armée américaine et qui a fabriqué cette fibre avec une sorte d'imprimante en 3D qui fait la taille d'une imprimante sur la station spatiale. Elle a fabriqué des dizaines et des dizaines de mètres de fils sans aucune difficulté et qui ont la qualité propre que celle que le processus de fabrication plus complexe ont été exploités sur Terre. Et j'imagine que vu les applications, c'est aussi des matériaux qui sont extrêmement coûteux aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui se... Oui, alors, il est évident. Quand on crée, par exemple, quelque chose d'agriculture, on le crée une fois. C'est comme qu'on a créé une variété, une fois qu'elle existe. Voilà, une fois que la variété existe, on n'a pas besoin de passer à partir dans l'espace pour à chaque fois ramener... Ce qu'on a fait sur la vigne, ça crée une nouvelle variété de vigne. Et aujourd'hui, on continue à l'étudier avec l'INRAE et l'ISVV et nos partenaires de l'Université d'Erlangen en Allemagne. Et aujourd'hui, on est avec Mercier, notre partenaire de commercialisation, très confiant que l'année prochaine, on pourra proposer une vigne bio, plus résistante au stress du changement climatique, parce qu'on a exposé ces plants pendant un certain nombre de temps dans l'espace et qu'ils sont revenus avec une résistance accrue à des stress moindres que ceux liés à l'absence de gravité. Donc c'est une des raisons qui fait que l'environnement spatial a été utile sur ce point précis. La création de matériaux, c'est d'autres raisons. Les médicaments, c'en est d'autres. Mais je dirais qu'au final, on a 20 ans de recherche qui ont prouvé la réalité produit. Donc à partir du moment où il y a une réalité produit, et je reviens à mon histoire chinoise, j'ai édité des livres pour enfants, il y avait des enfants qui n'avaient pas une offre éducative, il y avait des parents qui avaient de l'argent et qui voulaient dépenser pour avoir une meilleure éducation. C'est ce que j'appelle une réalité de marché en devenir. D'accord ? Donc ça, c'est la première des conditions. Après,
il y a des facteurs de déclenchement qui font que cette potentialité devient une réalité commerciale. Clairement, c'est facile de voir à quel moment ce processus de précipitation au sens chimique se réalise, mais ça peut durer 6 mois, ça peut durer 2 ans. Il y avait des applications pour mobile sur Nokia et Sony Ericsson avant que l'iPhone et Android soient commercialisés. Ouais. Et pendant des années, on pouvait télécharger des applications sur Nokia et Sony Ericsson, mais personne ne le faisait parce que c'était extrêmement laborieux, pas utile, pas efficace. L'iPhone a changé tout ça. Ouais. Donc, il y a aussi des questions de comment la précipitation, comment la concrétisation, comment la matérialisation d'un potentiel se fait. Si on avait fait nos livres pour Wuhan et sa banlieue, on n'aurait certainement pas eu le succès que quand on a vendu nos livres à Shanghai, à Pékin et ailleurs. Et par ailleurs, il y a une économie. C'est pas parce que le marché se développe que si ton prix unitaire est complètement délirant ou si ton exécution est laborieuse et coûteuse, tu vas pas arriver à faire grand-chose. Donc, il y a 1000 paramètres qui font qu'au moment où le marché devient vérité, il faut être capable d'être au bon moment. On est sur une terre de surfeurs. C'est prendre la vague, tu sais, tu peux la rater, tu peux la prendre. Il faut être juste au bon moment et se lever au moment où il faut. Donc, il faut essayer pas mal de fois aussi. Et du coup, il faut essayer beaucoup. Donc moi, j'ai plutôt eu la chance de réussir dans mes projets entrepreneuriaux. J'ai eu un moment très douloureux et difficile, c'est quand la bulle Internet a explosé, mon entreprise a explosé avec. Oui, parce que tu es passé d'une boîte qui était montée à plus d'1 milliard d'euros de valorisation à 0. Bah oui, et même à une faillite, quoi. Donc, très clair, avec des dettes. Moi, je suis sorti avec des dizaines de millions d'euros de dettes. C'était extrêmement difficile. J'ai mis une dizaine d'années à vraiment intellectuellement m'en sortir, et j'ai mis pratiquement 15 ans, 20 ans même, pratiquement, à payer toutes mes dettes. Donc, parce qu'en plus, tu es sorti t'es sorti à titre personnel. Bien sûr, j'étais caution, j'ai mis mes sous quand ça n'allait pas pour essayer de sauver la boîte. Donc, j'ai beaucoup appris, et j'ai appris aussi de l'importance de l'alignement entre l'entrepreneur, les actionnaires et l'équipe, et in fine, évidemment, ce qu'on fait ensemble dans la conquête des marchés et puis des clients. Ouais. Donc, je dirais que c'est ce que j'aime aussi. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là? Avec quoi? Qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de gérer je crois que chaque histoire entrepreneuriale est assez spécifique. Je dirais que, encore une fois, cette première entreprise, elle faisait 15% de résultats nets par an pendant 11 ans. Donc, j'aurais tendance à dire que dans un secteur qui est quand même extrêmement exigeant, très grand public, avec des cycles très, très violents, hein, ça marche pas. Et on a réussi à avoir 15% de résultats nets et 11 ans d'une très belle vie. À un moment donné, on est parti en bourse, on a levé... en fait, on est parti pour lever beaucoup d'argent, et la stratégie qu'on avait prise, c'était de lever une part de l'argent qui était souhaité, de commencer un programme d'investissement qui était celui qui correspondait à la totalité de la levée, avec l'idée d'aller chercher la deuxième partie des fonds dont on avait besoin, vu qu'on commençait à les dépenser, quand la bourse nous aurait valorisé beaucoup plus. Okay. Alors, ça s'est plutôt bien passé au début, mais in fine, la bulle a explosé, et donc on n'a pas pu chercher l'argent qu'on avait déjà commencé à dépenser. Donc, j'en reviens à ta question. Je crois qu'il faut être extrêmement... faut toujours partir du client, il faut toujours avoir le juste prix et le juste coût, et l'ingestion de financement extérieur, elle doit être faite au bon moment, avec l'idée qu'on la dépense au moment où ça a véritablement un impact. Ouais. Et clairement, là, sur le premier de mes vies d'entreprise, dépenser de l'argent que je n'ai pas eu, qui m'a amené au mur. Donc, je dirais que rétrospectivement, c'était une histoire de dingue. Après, on peut le raconter. J'ai même écrit un livre où je raconte l'histoire Citizen Game, on le trouve sur Amazon d'occasion. Mais ça a été un savoir-faire... ça m'a apporté, au-delà des énormes souffrances que ça a été, parce que c'est terrible à vivre une faillite. Il se trouve qu'en plus, j'ai perdu 9 membres de ma famille la même année, donc des décès. Donc humainement, on se découvre aussi, on se découvre dans sa résilience, dans sa capacité à faire face, parce que être au cimetière, revenir le lendemain matin au bureau, sans prendre la tête... et continuer à se battre, je dirais que on apprend qui on est à ce moment-là. Bon, après, je dirais que, pour parler, puisqu'on parle des investisseurs, il y a des gens qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent avec moi, il y a des gens qui ont aussi perdu de l'argent, et cette responsabilité-là, pour moi, elle est extrêmement importante. Donc le projet qu'on présente aujourd'hui à la communauté Tudigo, il est risqué. Il est risqué. Mais il a un très fort potentiel, et aujourd'hui, j'y mets mes ressources, mon expérience, parce que j'y crois vraiment.
mais n'investissez pas dans Space Cargo en pensant que c'est un billet de loto gagnant à tous les coups. Ça ne l'est pas. C'est un projet industriel avec une part de risque importante. Maintenant, j'ai des raisons de penser que c'est un projet d'importance parce que véritablement, l'espace peut apporter beaucoup à ces secteurs très stratégiques que sont l'industrie pharmaceutique, l'électronique, l'industrie des nouveaux matériaux, l'agriculture, et que des solutions européennes qui vont permettre de fabriquer cette nouvelle génération de produits n'existent tout simplement pas. On a un concurrent américain, on a un concurrent britannique, on a un certain nombre de sociétés, je dirais généralistes, qui peuvent vouloir toucher ce marché, mais dans le secteur qui est le nôtre, aujourd'hui, je pense qu'on a une solution de référence européenne, et les industriels européens de ces secteurs sont des entreprises qui ont énormément de savoir-faire, énormément d'ambition, et on est confiant qu'on saura les convaincre, alors même qu'au même moment, les infrastructures spatiales comme la station spatiale vont s'arrêter. Ouais. 2030, la station spatiale internationale, qui est la seule plateforme véritablement ouverte à des usages commerciaux, très imparfaitement ouverte, mais ouverte, va s'arrêter. Et les seules choses qui vont être en remplacement sont des entreprises américaines. Donc si on est japonais, coréen, émirati, brésilien ou européen, on n'aura pas une solution qui respectera l'environnement de travail, les dispositifs de respect de la propriété intellectuelle et la capacité qu'on aura à produire en toute sérénité, comme nous l'offrons à tous ces acteurs-là. Donc c'est vraiment notre objectif, de créer un véhicule spatial qui va se nourrir de nos 10 ans d'expérience dans le domaine. J'ai aussi eu la chance de réunir depuis 10 ans une équipe extrêmement robuste, des anciens d'Airbus Defence and Space qui aujourd'hui représentent notre direction technique, qui avait fait ça pendant 20 ans sur la station spatiale, de la recherche et du développement sur la station spatiale pour des produits pour la Terre. Et maintenant que le projet devient plus industriel, que le marché s'ouvre, on est tout à fait équipé avec un savoir-faire qui est unique. Et on est la seule entreprise aujourd'hui, la seule au monde qui a fait, par rapport aux concurrents américains ou anglais, qui ont fait une mission de A à Z. C'est-à-dire qu'on est parti commercialement sur un produit qui va le mettre sur le marché l'année prochaine. Oui, c'est ça. Parce que ça, je pense que c'est la particularité. Tu es sur un projet extrêmement innovant. Donc, bien sûr, il y a du risque. En plus, il est industriel. Donc, encore plus de risques. On se parle de l'espace. C'est quand même un sujet... on a vu le temps qu'Elon Musk a mis... à faire de SpaceX ce que SpaceX est aujourd'hui. Il commence à récolter les fruits. Oui, alors c'est aussi pour ça que nous, on a fait 10 ans avec deux actionnaires de référence. Donc d'abord, moi, j'y ai mis mon argent, bien sûr. Euraseo, qui est un gros investisseur institutionnel, nous accompagne, a fait tous nos tours. Qui connaît très bien le sujet spatial, d'ailleurs. Alors, qui s'y intéresse beaucoup avec différentes participations, qui connaît bien le sujet entrepreneurial et le sujet d'investissement. Euraseo que tu connaissais déjà, qui avait déjà investi dans tes boîtes précédentes, peut-être? Non, je connaissais... Alors, c'est Benoît Grossman et Mathieu Barret qui sont les fondateurs d'Idée Invest, qui a été racheté par Euraseo par la suite. Et on a la chance d'avoir Benoît à notre conseil. Mais je suis très reconnaissant à Euraseo, qui a fait tous nos tours. J'espère que c'est un message de confiance. C'était quand le premier tour depuis le premier tour, c'était 2015. Okay. Donc ça fait un certain temps. Et puis d'autres actionnaires, donc des investisseurs privés qui nous ont rejoints, beaucoup d'entrepreneurs de la tech, français, américains, qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on est en train donc partie intégrante du tour auquel la communauté Tudigo pourra participer. Nous avons également Charles Becbédé et son fonds Expansion, qui est dédié au spatial. Et Charles nous fait aussi l'honneur de sa présence à notre conseil d'administration, vont participer. Et donc, si tu veux... Charles, qui lui aussi est passionné par le sujet c'est un entrepreneur assez remarquable et innovation. Il a fait beaucoup dans le quantique. Le quantique, aujourd'hui, le spatial s'est vraiment battu pour faire un fonds avec une équipe absolument remarquable. On a énormément de chance d'être accompagné par ces deux fonds et les investisseurs privés qui nous accompagnent, dont certains sont très très impliqués. Donc aujourd'hui, si on se tourne vers Tudigo, c'est qu'on pense qu'on est à un moment de bascule. L'entreprise a fait un petit peu de chiffre d'affaires jusqu'à présent, mais clairement on démarre notre activité commerciale maintenant parce que les coûts de lancement deviennent beaucoup plus accessibles, parce que ce corpus de recherche de 20 ans aujourd'hui a démontré qu'il était capable de générer des produits. C'est ce qu'on a fait pendant 10 ans dans le domaine de l'agriculture et de la viticulture. Et qu'aujourd'hui, il y a des acteurs du spatial, des industriels, des industries que j'ai citées, qui commencent à réfléchir. Il y a un laboratoire pharmaceutique avec qui j'ai beaucoup échangé encore au mois de juillet, qui investit beaucoup dans le spatial pour développer sa prochaine génération de médicaments. Un acteur coréen. Il y a des startups. Là, on a commencé à engranger nos premiers contrats commerciaux. On est une entreprise italienne qui va développer des tissus, des organoïdes
dans l'espace avec nous. On a une entreprise allemande qui va développer des technologies de laser grâce à l'environnement spatial, qui va travailler aussi avec nous. Donc, on a des cas d'usage. Tu as des cas d'usage que tu n'avais pas forcément autant il y a 10 ans. Ou qui étaient juste théoriques, qui avaient été explorés sur la station spatiale. Aujourd'hui, des acteurs voient la valeur, voient le potentiel concret, et on a cette opportunité. Alors après, il faut être très clair, nos premiers clients sont des acteurs qui ont un certain savoir-faire spatial. Les agences spatiales nous font confiance, le CNES nous fait confiance en nous mettant sur notre premier vol une charge. Donc c'est un acte fort et pour lequel on a une immense gratitude au CNES qui nous fait confiance. L'Agence spatiale européenne nous accompagne, l'Agence spatiale luxembourgeoise. On a des relations très engagées avec ces agences qui nous font aussi également confiance en nous permettant de développer des conditions commerciales favorables pour développer notre activité. Des acteurs, je l'ai dit très rapidement, allemands, italiens, privés, anglais, canadiens, avec qui on est en train de finaliser des contrats. Donc c'est un moment où on sent le début de cette bascule que j'évoquais, où le marché qui était une potentialité devient une réalité. Après, ça va être quelque chose de progressif, comme le début d'Internet a été progressif, et à nous d'être intelligents dans la façon de gérer, je dirais, nos dépenses, nos investissements, en fonction de la réalité commerciale, en fonction de la trésorerie dont qu'on nous confiera, et la création de richesse et de valeur qui va avec, qui va derrière ce cercle vertueux. Donc, je dirais que c'est le moment d'investir pour être à un moment où l'entreprise reste quand même avec un niveau de valorisation, on va dire, qui soit accessible, avant d'être, nous le souhaitons, un acteur incontournable de la fabrication dans l'espace, avec cette usine spatiale que nous développons pour des acteurs de l'industrie traditionnelle qui voudront inventer leur nouvelle génération de produits. Deux questions par rapport à ça, parce que la première déjà, comment est-ce que tu arrives même à réfléchir à ce projet-là? Est-ce qu'il y a une passion pour l'espace depuis tout petit? Enfin, tu vois, moi quand j'étais petit, je voulais être astronaute, par exemple. Donc c'était un de mes 3 rêves. Bon, je finis sur entrepreneur. Voilà, mais je suis ravi. mais donc astronaute, c'en était un. Est-ce que toi, tu rêvais de l'espace aussi quand tu étais petit? Et puis, après avoir réussi finalement dans des entreprises alors innovantes mais plus traditionnelles, tu t'es dit je vais rêver et rêver d'entreprendre dans l'espace. Quel a été le cheminement? C'est une combinaison de 3 choses. D'abord, effectivement, une passion spatiale indéniable depuis le début. J'ai rêvé enfant de fusées, d'innovation. Alors c'est à la fois les stands du CNES, il y avait je me souviens de forums au collège, au lycée, où on voyait, tiens, le spatial peut proposer des opportunités. Donc, je me suis pas mal projeté, et puis j'ai toujours aimé la science, la technologie, donc il y avait cet apport. Puis après, j'ai grandi à Arcachon, sur la dune du Pilat, il n'y avait pas de pollution lumineuse, donc tu vois, tous les soirs, l'été en particulier, je voyais les étoiles, donc c'est vrai que ça a dû faire une sorte d'agrégat. Donc il y a cette passion du spatial, de ces métiers, de ces possibilités. Après, il y a un âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et j'ai envie d'avoir un impact. Je partage ça avec Emmanuel Etchepart, mon cofondateur. On avait vraiment envie de faire quelque chose qui ait un impact sur Terre, qui amène un retour pour l'humanité, pour la Terre. Et quand on dit qu'on pense véritablement, et c'est encore une fois fort de 20 ans de recherche sur la station spatiale, qu'il y a des révolutions industrielles dans l'industrie pharmaceutique, dans l'agriculture, dans les nouveaux matériaux, dans l'électronique, qui peuvent se faire grâce à l'espace, qui pourront même se faire uniquement grâce à l'espace, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant. Puis ensuite, effectivement, après, c'est mettre tout ce que j'ai appris sur la capacité à optimiser un processus technologique. Au fond, comme Elon Musk a démarré en développant des jeux vidéo pendant des années avant de lancer ce qui est devenu PayPal, puis ensuite se lancer dans l'industrie avec SpaceX et puis Tesla, au fond, il y a des règles sur la façon de construire, d'itérer, d'optimiser, qui quelque part sont en moi. C'est aussi ce qui fait que... Alors c'est quoi le parallèle? Vas-y. Oui, je pense que... Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Elon Musk et de Nicolas Gaume? Je n'ai pas la prétention, d'abord, je ne mets pas du tout Elon Musk en tant que modèle, il y a tout un tas d'autres parties de sa personnalité qui sont très sombres et dans lesquelles je me reconnais pas du tout. Mais là, je parle en capacité d'entrepreneur et de capacité de créer des entreprises, absolument. Mais je crois que c'est des choses qu'on entend beaucoup dans le numérique et dans la technologie en général, c'est que le spatial d'État s'est construit sur l'excellence. Et c'est formidable, parce que l'excellence, ça tire, mais ça aussi multiplie les coûts, ça rallonge les délais. Donc la capacité à aller à l'excellence, elle peut se faire en disant on fait en sorte que tout est parfait, et après on exécute, ou on fait moins cher, plus vite,
On commence un dialogue avec le client, on commence à rentrer dans le cas concret et on itère. On est dans cette stratégie-là. Notre objectif, c'est de faire un véhicule spatial qui s'appelle Rêve One. On le fabrique avec nos partenaires de Thales Alenia Space, qui ont une expérience industrielle de premier plan. Mais on va faire voler dès l'année prochaine le container qui est au cœur de notre vaisseau spatial. On va le faire voler avec des technologies innovantes de partenaires allemands, en l'enrobant dans une sorte d'airbag spatial qu'on va envoyer en orbite et ramener au bout de 3 semaines sur Terre. Et ça nous permet de tester des éléments critiques, ça nous permet d'engager des clients, ça nous permet de développer toute la chaîne d'approvisionnement, toute la chaîne logistique qui fait qu'on va pouvoir être au bas du pas de tir, envoyer, ramener, etc. D'une manière très concrète. Si on était une entreprise, entre guillemets, du spatial traditionnel, on aurait tout mis parfait pendant 10 ans, dans une bulle, avant de s'ouvrir et de faire. Et je pense que ce mode de fonctionnement peut amener des résultats, mais il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est très coûteux, très long. Itérer, le faire avec une prise de risque cohérente et raisonnée, peut permettre d'avoir, en anglais on dit crawl, walk, run, donc ramper, marcher, courir, et c'est vraiment notre approche. Et cette approche, je l'ai appris dans le développement de logiciels, le développement de technologie. Il se trouve que la 7e startup que j'ai accompagnée, qu'on a vendue au groupe Microsoft, m'a donné l'opportunité de collaborer avec Microsoft. Aujourd'hui, je dirige les activités spatiales de Microsoft. Donc elle était dans le spatial déjà, en fait. Non. J'ai vendu une entreprise, l'entreprise qu'on a vendue, c'est encore une fois avec mes camarades Laurent Latière et Christophe Chatillon, avec lesquels on avait vécu cette web agency que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc c'est une société qui était dans le marketing numérique, donc rien à voir. Mais moi, ça m'a donné l'occasion de rencontrer les gens de Microsoft. Ils m'ont proposé un job. Comme on était en démarrage de Space Cargo, je me suis dit pourquoi pas continuer à un peu aider dans ce que je connais bien, qui était le numérique, sans gréver d'un salaire Space Cargo avant qu'on soit à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir en vivre, le cas échéant. Et ça s'est plutôt très bien passé jusqu'au moment où ils m'ont dit « occupe-toi du spatial ». Donc je développe le business spatial de Microsoft, ce qui m'a aussi permis de renforcer mon savoir-faire dans le secteur et d'être, je crois, d'autant plus efficace dans ce que je fais pour Space Cargo. Mais si je parle de Microsoft, c'est que j'ai été dans l'excellence de l'ingénierie. J'ai passé 10 ans à date et je me suis occupé de tout un tas de choses, dont la construction des data centers de Microsoft. C'est des milliards d'euros d'investissement à travers le monde. Qui m'ont permis de voir comment on construit des choses extrêmement lourdes, des projets plusieurs milliards. C'est des projets dans lesquels la moindre erreur... Là, on n'est pas dans l'itération, on n'est pas dans le quick and Mais si, justement. On est à la fois dans des choses extrêmement industrielles, extrêmement lourdes, avec des conséquences titanesques pour l'entreprise, pour les clients de l'entreprise, mais en même temps, on peut produire avec des itérations qui se font de manière plus structurée qu'un tunnel d'année en année et donc clairement la façon dont des entreprises comme Microsoft construisent, c'est une culture de l'itération, de la prise de risque raisonnée, et c'est ça que j'ai pris avec Emmanuel et qu'on a mis dans Space Cargo. Oui, parce que finalement la prise de risque raisonnée, c'est aussi une histoire d'échelle. Tout à fait, absolument. Et donc de niveau d'investissement, totalement. Une petite start-up qui a quelques fonds et quand tu fais effectivement à Microsoft. Bien sûr, après, il faut quand même... Pour moi, un sou est un sou. J'ai grandi avec une culture du respect de l'argent, du travail. J'ai un arrière-grand-père qui était entrepreneur, qui a construit un groupe immobilier et d'hôtellerie dont on vient de fêter les 100 ans l'année dernière. Donc, je pense que j'ai cette chance d'avoir grandi dans une culture entrepreneuriale et de prise de risque. J'ai vécu des échecs. Tu as vécu effectivement. Voilà, j'ai vécu beaucoup de réussites aussi. Ouais. J'ai fait beaucoup d'exits avec, je ne vais pas toutes les citer, mais des belles entreprises qu'on a bien valorisées. Mon objectif avec Space Cargo Limited, c'est que ça soit la dernière entreprise, entre guillemets, dans laquelle je mets mon énergie entrepreneuriale de fondateur de start-up, avec l'idée d'avoir un impact dans ce qu'on va permettre de faire et en même temps d'accompagner mes investisseurs pour faire un retour. Et moi-même, clairement, c'est pour ça que j'ai investi et que je réinvestis à ce tour, en même moment qu'on fait cet appel Tudigo. Ah oui, donc là, en fait, c'est intéressant parce que c'est pas commun dans les levées de fonds classiques. Tu fais la levée de fonds, tu ouvres le capital à des actionnaires. Donc en l'occurrence là, il y a Euraseo, des gros actionnaires. Il y a Charles Beck BD, Expansion. Je mets des sous aussi. Des investisseurs tech, voilà, et les investisseurs Tudigo, donc des particuliers qui sont réunis sur la plateforme également, et toi aussi, qui rentrent autour, voilà. Pareil. Ouais, donc c'est un vrai aussi, c'est une vraie preuve de l'engagement Mais j'ai un engagement total et je veux vraiment y mettre tout ce que j'ai appris dans la réussite, dans l'échec. Et je veux vraiment qu'on réussisse. C'est-à-dire que pour moi, c'est au-delà du succès de l'entreprise,
du succès de l'exit qu'on pourra offrir à un moment donné. Je veux vraiment que cette entreprise, elle fasse date. C'est-à-dire que ça ne sera pas donné à tout le monde de fabriquer un vaisseau spatial. Je dirais qu'objectivement, ce que je suis en train de souligner là, c'est que l'opportunité de vivre cette aventure et la vivre avec nous, et on la fait vivre à chacun de nos investisseurs, elle est incroyable en tant que telle. L'usage qu'on en fait et l'idée qu'on va pouvoir inventer des produits qui feront l'avenir de tout un tas de secteurs stratégiques pour l'humanité, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui nous mobilise énormément. Et puis après, faire une entreprise qui marche, parce que moi, j'aime ce qui marche. J'aime des entreprises qui sont profitables, parce que c'est l'indicateur de référence de n'importe quel business, quoi. J'ai 2 questions par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça fait 2 fois que tu reviens sur le sujet de l'impact. Et de prime abord, je pense que le commun des mortels voit de manière générale le secteur spatial, tout comme le secteur aérien, comme un des secteurs à tuer pour l'avenir de la planète. Space Cargo, dans tout ça, comment ça s'inscrit? Parce que tu parles d'impact, mais bon, vous faites décoller des fusées, finalement. C'est un vrai sujet que l'impact environnemental, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Maintenant, il faut aussi être totalement clair sur ce qu'on entend par impact environnemental, et surtout, tu as utilisé le mot « l'avenir de la planète ». Pour moi, et ça n'engage que moi, l'avenir de la planète, la vie sera toujours sur la planète. Il y a eu une vie de dinosaures et d'insectes avant qu'il y ait une vie humaine. Et clairement, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est le résultat d'un comportement de l'humanité qui impacte notre espèce et celles qui ont le malheur de vivre sur la Terre avec nous. Donc le sujet, pour moi, c'est quel est l'avenir de l'humanité et pas l'avenir de la planète. Ouais. Parce que s'il y a 2, 3, 4 degrés de plus, l'humanité peut disparaître, mais la planète sera toujours là, et la vie continuera sur la planète, et ça sera une autre vie. Donc le vrai sujet, à mes yeux, c'est comment sauver ce qu'est l'avenir de l'humanité. Clairement, le vrai sujet, c'est changer nos comportements. Et je ne suis pas technosolutionniste, mais je pense pour autant qu'on peut aussi utiliser la technologie pour trouver des éléments de solution. Quand on a développé avec Emmanuel Chepard cette nouvelle variété de vignes et nos partenaires de l'INRAE, de l'ISVV, de Mercier et de l'Université d'Erlangen, et sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est dans l'idée qu'on puisse faire une variété de vignes bio qui ne nécessite pas d'intrants et qui soit capable de résister à des maladies, des pathogènes comme le mildiou qui se développent malheureusement avec le changement climatique. Donc c'est à la fois une solution, un business et en même temps des principes. Clairement, l'ensemble de ce programme et tout ce qu'on a envoyé, les 3 vols qu'on a fait dans l'espace, c'est l'équivalent d'un aller-retour Bordeaux-Stockholm en voiture. Pas plus. Donc, oui, parce on a un impact. Sur une mission, sur une fusée lancée, il y a de nombreux produits, de nombreuses expérimentations, qui finalement sont regroupés et qui font que c'est pas, ça n'a rien à voir finalement, je pense, avec les voyages spatiaux qui sont vendus par... C'est d'autres choses. Je veux pas m'instaurer le défenseur de l'avion, de la fusée, de la voiture ou de quoi que ce soit. Je dis juste que quand une activité humaine, si le vrai sujet c'est quel est l'avenir de l'humanité, et que l'on prend le parti pris de regarder les choses avec un minimum d'honnêteté, il est clair que quand on fait quoi que ce soit d'être humain, on génère un impact carbone. Je veux dire, se déplacer avec sa famille pour aller à un endroit parce qu'on a trouvé un travail et qu'on doit déménager, ça a un impact carbone. Construire une usine, ça a un impact carbone. Le sujet, c'est est-ce que le résultat de ce qu'est cet impact est bénéfique au global dans la durée. Donc, personnellement, mon choix, c'est d'aller trouver des solutions pour l'avenir de l'humanité sur la Terre, avec toute une variété d'opportunités qu'on a eu l'occasion d'évoquer. C'est de le faire en étant le plus intelligent dans les choix que nous faisons. Et clairement, je dirais que l'espace est un environnement extrêmement intéressant pour construire aussi l'avenir de l'humanité. Il y a des choses qui sont... et là, je vais rentrer peut-être plus dans le sujet philosophique, mais avant d'y aller, je vais quand même redire 3 choses. Notre objectif, c'est de trouver des solutions pour l'avenir de l'humanité, pour des produits qu'on ne pourrait pas fabriquer sur Terre. Quand on touche les domaines du science du vivant, l'agriculture, eh bien, c'est particulièrement une motivation. On le fait en choisissant des lanceurs et des partenaires technologiques qui sont les plus exemplaires qui soient dans leur démarche environnementale. Et nous-mêmes, on essaie de faire en sorte que notre vaisseau sera réutilisable. L'ensemble de nos dispositifs de fabrication sont choisis parmi ceux qu'il y a de plus, on va dire, conscients au niveau environnemental. Maintenant, il y a un impact. Ce qu'on fabrique, c'est évident. Maintenant, si on fait une variété de vignes, comme on le travaille depuis 10 ans, qui diminue de manière drastique l'épandage de pesticides
et de zinc et de beaucoup d'autres choses, et de cuivre, pardon, dans les champs des vignes du monde et de France, je pense qu'on aura au global un impact qui est intéressant à considérer. Il compense largement Je ne veux pas être dans une arithmétique que n'importe lequel pourra toujours contrebalancer. Je dis juste qu'il y a un sujet de fond qui est quelle humanité on veut demain. Il y a des questions personnelles, c'est comment on se comporte en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que consommateur. Et pour ce qui est de Space Cargo Unlimited, on essaie de faire en sorte d'être intelligent et de regarder le coût et le retour sur investissement. Voilà. Après, une remarque sur le sujet lié au spatial. Quand on est dans l'espace, on est dans le vide. On est dans un environnement de mort. Oui. Alors, quand on est dans l'espace, ça veut dire que tout doit être utile, tout doit être optimal et tout doit être réutilisable. Et c'est quelque chose qui fait que, culturellement, nos ingénieurs fabriquent vraiment avec une idée en tout cas les nôtres, très poussée de comment on va éviter de rajouter des débris dans l'espace, comment on va éviter de potentiellement, en cas de risque, libérer des choses nocives en cas de retour sur la planète. Comment est-ce ce qu'on a construit, on peut le réutiliser pendant longtemps. Notre vaisseau Rêve One, il a l'objectif d'être réutilisable pendant 10 ans, et on espère plus. Voilà, donc c'est ce qui nous motive et qui nous construit. En termes de modèle économique, pareil, tu l'évoquais tout à l'heure, envoyer des choses dans l'espace, ça doit être extrêmement coûteux. Il y a une équation, l'équation fonctionne avec... Donc notre métier, c'est un métier de transporteur, c'est-à-dire qu'on amène des choses dans l'espace, on fournit un certain nombre de services à nos clients, notamment de l'électricité, de l'énergie, de la ventilation, du contrôle de température, pour que leurs unités de production fabriquent ce qu'ils doivent fabriquer dans l'espace et les ramener, qui a aussi une complexité et un coût. Il y a un exemple de la valeur effectivement, des produits qui sont développés dans l'espace et qui justifient pour un client de Space Cargo d'envoyer en tout cas de vous d'abord, encore une fois, ça permet de fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée qu'on ne peut soit très difficilement, soit pas fabriquer sur Terre. Donc, c'est vraiment une usine allouée spatiale. Et clairement, il n'y a pas d'autres plateformes faciles à trouver. Alors, je l'ai dit, il y a des concurrents américains, anglais, mais on aura, je crois, un équilibre assez, j'espère, pertinent entre le volume que nous offrons, le coût que nous offrons, et in fine les perspectives de développer plus de volume à des coûts qui vont rester raisonnables. C'est-à-dire que la stratégie d'aller avec cet insert qui s'appelle la Bento Box, qui est en fait notre compartiment qu'on va faire voler dès l'année prochaine avec nos premiers clients, qui va permettre de valider nos sous-systèmes de contrôle de température, d'énergie, d'électricité, de télécommunication, de démarrer une activité commerciale, de commencer à faire du chiffre d'affaires. On va faire quelque chose comme 8 millions d'euros entre cette année et l'année prochaine de vente, avec l'idée, in fine, de monter en gamme jusqu'au moment où on arrivera, avec le lancement de Rêve One, à un chiffre d'affaires qui fera, nous l'espérons, pas loin de 200 millions d'euros. Et donc, c'est ce voyage-là qu'on va accompagner. Et notre objectif, c'est de le faire par étapes, en tant que transporteur, avec une variété de services. Donc, aujourd'hui, on a 4 offres. Une offre de base, c'est si on veut envoyer quelque chose dans l'espace sans aucune espèce de besoin. Par exemple, on est un hôtel de la monnaie, on a un client qui nous a approché, qui est une entreprise semi-publique d'un pays d'Asie, qui veut fabriquer des monnaies et dire qu'elles sont allées dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'offre de base. Après, l'essentiel de nos clients vont fabriquer des médicaments, vont fabriquer des alliages, vont fabriquer de l'électronique. Donc eux, ils ont besoin d'un contrôle de température, d'énergie, d'un suivi de télécommunications. Et ça va coûter potentiellement quelques centaines de milliers d'euros. Donc on aura des clients qui paieront, on va dire 50 000, 100 000 euros pour envoyer quelque chose, d'autres qui paieront plusieurs millions pour aller fabriquer une série à haute valeur ajoutée de puces ou de matériaux électroniques ou de matériaux ou de protéines qu'ils vont utiliser dans leur développement de médicaments sur Terre. On ne va pas se mettre dans une position de faire de la masse, puisqu'on fait que des petites séries qui sont celles qui bénéficient de l'environnement spatial, et des petites séries qui créent un impact maximal en création de valeur et en création de revenus. Il y a d'abord des clients qui sont les plus matures, qui sont des agences spatiales, qui sont des acteurs du spatial d'aujourd'hui, qui ont comme plateforme la Station spatiale internationale, plateforme qui n'est pas si accessible que ça, parce qu'elle est régie par des règlements, par aussi la géopolitique. Aujourd'hui, les Russes et les Américains sont associés, mais évidemment, les tensions sont quand même présentes. La Chine est un compétiteur, donc il y a des pays qui peuvent être plutôt partir en Chine qu'aux États-Unis. Donc, modulo ces problématiques géopolitiques, c'est pas une plateforme qui a été pensée pour des usages commerciaux. Mais c'est celle qui existe. Et elle a permis de faire de la recherche qui a montré l'intérêt pour des industriels de
se projeter dans une fabrication de produits à haute valeur ajoutée dans l'espace. Clairement, en 2030, cette station spatiale, elle s'arrête. Elle va être décommissionnée, elle va être remplacée par des stations spatiales privées, américaines pour la plupart. Enfin, les seules qui sont en train d'être développées, c'est des stations américaines. C'est les seuls qui ont des budgets, des moyens de financer. Et donc, si on est un industriel non américain, que l'on souhaite avoir un produit différencié, avec un contrôle de sa propriété intellectuelle, des données de fabrication et autres, il n'y a véritablement pas de solution simple. Ouais. Et si on regarde les secteurs qui sont importants, c'est-à-dire aujourd'hui, encore une fois, il y a des budgets dans les agences spatiales européennes pour fabriquer ou tester des choses dans l'espace. Il n'y aura pas de solution souveraine. On veut être une des solutions pour l'Europe. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai sujet de souveraineté. C'est un élément national, c'est même européenne. Exactement. Européenne, par extension, on dira non chinoise, non américaine. Parce que c'est les deux grands pays qui font... Il y a une station spatiale chinoise, elle va se développer. Il y a une station spatiale internationale qui va être remplacée par des stations spatiales privées américaines. Mais si on est brésilien, coréen, japonais, saoudien, émirati ou européen, on n'a pas vraiment d'option. Donc, notre souhait, c'est d'être une solution de référence, respectueuse de la propriété intellectuelle, opérationnelle et accessible pour tous ces industriels et les acteurs institutionnels qui seront sans doute nos premiers clients, qui sont nos premiers clients. Aujourd'hui, le CNES nous fait confiance, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale luxembourgeoise nous accompagne, et au-delà des startups allemandes, italiennes qui ont déjà signé des contrats avec nous, on a un volant de discussion qui, je dirais, aux 2 tiers institutionnel, 1 tiers commercial. Clairement, c'est pour nos premiers 8 millions de chiffre d'affaires sur ces 2 premiers exercices. Au fur et à mesure de notre développement, on va aller vers des acteurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus puissants, ont un intérêt beaucoup plus évident à produire dans l'espace, mais pas forcément une maturité, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de solution pour accéder à l'espace. Des laboratoires de pharmacie, des entreprises de l'agriculture, des entreprises des nouveaux matériaux, de l'électronique. Et nous allons, au fur et à mesure de nos missions, les éduquer. On va faire un premier vol fin 2025, avec SpaceX, Cap Canaveral, on démarre avec des solutions existantes. Puis donc avec un vaisseau spatial SpaceX finalement. Alors, SpaceX c'est le lanceur, et il envoie un vaisseau spatial Space Cargo Unlimited. D'accord. Alors, notre objectif c'est de faire ce vaisseau qui s'appelle Rev1. Ce vaisseau, il aura 1 tonne et plus de 1000 litres de capacité, et on va démarrer par une version plus petite de 100 kilos et de grosso modo 150 litres. Ah ouais. Ça nous permet d'avoir des premiers clients, ça nous permet de développer tous nos premiers sous-systèmes critiques, de développer le premier module de l'infrastructure. On s'associe avec une entreprise allemande qui va faire une sorte de bouclier thermique de réentrée qui va nous permettre d'expédier à 600 km d'altitude notre premier vaisseau et de le ramener grâce à eux. On travaille avec SpaceX parce que c'est le lanceur le moins cher et le plus fiable, on dirait, aujourd'hui. Notre objectif est in fine de remplacer par des lanceurs européens, pour avoir une solution, comme je disais, parfaitement européenne. Parce que les Boeing, ils ne marchent pas très bien, apparemment. C'est compliqué pour eux, oui, effectivement. Et l'Europe n'a pas encore un lanceur. Ariane 6 commence à sortir du tunnel, mais reste quand même très coûteux pour des entreprises commerciales. Et il y a des tas de lanceurs plus modestes. Donc là, vous travaillez avec Thales, avec Airbus On travaille avec tout. C'est plutôt des startups, donc une entreprise allemande qui s'appelle RFA, avec... il y a, Ariane Group a une filiale qui s'appelle Maya, qui développe un lanceur beaucoup plus accessible pour des produits comme les nôtres. Donc on a toute une variété européenne qui se crée, et on espère véritablement, quand ils seront prêts, voler avec eux, avec des coûts qui seraient aussi raisonnables que ceux de SpaceX, et en même temps avec une souveraineté beaucoup plus européenne. Donc on va faire un vol fin 2025, on a prévu de faire 2 vols avec cette première version du véhicule qui s'appelle Bento Box, et 4 donc 1 en 2025, fin 2025, 2 en 2026, 4 en 2027, et à l'horizon 2028, faire voler le véhicule complet, qui nécessitera d'autres levées de fonds, mais qui se basera sur un volant commercial qu'on aura commencé à exploiter, des sous-systèmes critiques et des composants technologiques qu'on aura fait voler et développer. On revient à ta question du début de cet entretien, qui est qu'effectivement, on itère, et que même dans un projet industriel, en partant avec des composants, je dirais, qu'on pourrait juger... indéployables individuellement, on a réussi à faire des versions, je dirais, les plus petites et modulaires pour pouvoir tester, itérer, démarrer une activité commerciale. Et quand on est au plein régime du programme et donc arriver à cet objectif de tutoyer les 200 millions d'euros de revenus annuels, on aura quelques années de robustesse et de montée en charge. Comment, en tant qu'entrepreneur, tu envisages et tu te dis que ça y est, ça c'est le dernier? Je crois qu'il ne faut jamais dire jamais, mais c'est quand même un projet complexe. Ça fait 10 ans que je travaille dessus avec Emmanuel Chopard et toute notre équipe.
Aujourd'hui, on a, voilà, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai, on va dire, une jeune cinquantaine. Donc bon, il y a des tas d'entrepreneurs qui ont démarré à la cinquantaine et qui font des choses jusqu'à très tard. Bon, après, le niveau d'énergie, le niveau d'engagement, le niveau de disponibilité mentale qu'exige un projet comme Superscargo est total. C'est vraiment pas de tout repos. Donc je veux aussi avoir la condition physique pour aller au bout de ce projet dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis après, je souhaite trouver sans doute d'autres choses à faire. Hein. C'est pas parce que c'est ce que je revendique être le dernier projet entrepreneurial que je vais porter que je me projette pas dans d'autres projets par la suite. Mais bon, pour l'instant, je suis tout entier sur ce projet-là. Au-delà du fait que voilà, j'ai développé une activité dans le spatial, j'ai lancé un autre projet qui s'appelle Orbit, dont je ne suis pas opérationnel, mais auquel je tiens. Je continue cette activité chez Microsoft le temps qu'on fasse la levée de fonds et qu'on développe Spacecargo pleinement. Voilà, mais c'est extraordinaire de dire qu'on peut faire l'usine spatiale qui va permettre à des industries aussi critiques pour l'avenir de l'humanité que l'industrie de la pharmacie ou de l'agriculture de trouver des solutions pour demain. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Alex.